Prend un président de médias traditionnels pour clore une AG numérique, mais en fait, pas du tout, puisque la diversification, notamment numérique, de M6 a commencé il y a une quinzaine d'années. Et vous allez nous en parler. Vous allez, si vous le voulez bien, nous dire également quel est votre perception de l'état du marché publicitaire actuellement, c'est-à-dire en cette fin de mois de juin, sachant que beaucoup de gens ici vivent du marché publicitaire numérique et pas que numérique. Et la grande question, et c'est la raison pour laquelle vous avez été invité, c'est évidemment les performances exceptionnelles de votre groupe dans une situation que tout le monde connaît, hein, qui est celle de la multiplication des supports et du fait que vous arrivez à maintenir la part de marché et même à rendre croissante la part de marché de M6 dans ces circonstances. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir convié pour notre dernière séance. Je voudrais simplement citer quelques problématiques que nous avons. Alors, la première des problématiques, c'est que nous sommes dans un marché où nous sommes de plus en plus d'acteurs qui n'a pas de croissance. Qui n'a pas de croissance, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les autres pays européens. La croissance au cours des 5 dernières années du marché de la publicité et de la télévision, puisque c'est celui-là sur lequel on appert principalement, est de 3,5 milliards d'euros par an, et reste constant et devrait être d'ailleurs un peu inférieur cette année. Donc première caractéristique de notre marché, se battre dans un marché où il y a de plus en plus d'acteurs sans croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on essaye de gagner des parts de marché, c'est le principal, on y arrive pour le moment en tout cas. Et la deuxième chose, on essaye d'aller chercher des ressources en dehors de ce marché. La deuxième observation, c'est que le marché publicitaire et ce que nous fabriquons ne se stockent pas. Donc nous sommes dans un marché volatile. Les constructeurs automobiles peuvent mettre des voitures sur des parkings, enfin en tous les cas un certain temps. En tous les cas, nous ne pouvons pas le faire sur nos espaces publicitaires et donc notre audience. Donc nous avons décidé il y a une vingtaine d'années d'aller chercher des ressources complémentaires à ce marché en profitant de ce qui fait notre force, c'est l'utilisation de nos systèmes de promotion et de publicité. Alors, enfin, troisième remarque, le digital était-il, le numérique, on l'appelait au départ, était-il vécu comme une agression ou au contraire un atout pour un groupe comme le nôtre? Alors, il a été vécu de deux façons. Il a été vécu comme une agression dans la mesure où il nous a enlevé la tranquillité du monopole des autorisations et des licences décernées par l'État. Avant, nous avions des licences analogiques qui permettaient de maintenir un oligopole. Cet oligopole a sauté, c'était d'ailleurs pour ça qu'avec TF1, nous avions décidé de créer TPS. TPS, c'est le premier enfant du numérique, puisque nous avons pu attaquer le marché de la télévision payante grâce aux satellites numériques, la diffusion étant moins onéreuse, et en l'absence de licence, d'autorisation administrative, puisque le satellite ne nécessitait pas Donc, nous avons été challengés sur notre marché par la multiplication des plateformes de distribution, télévision d'abord, Internet ensuite, et aujourd'hui les deux. Donc ça a été le vrai challenge que nous avons dû relever. La deuxième remarque, c'est que nous avons profité, et nous profitons du digital pour deux objectifs simples. Le premier objectif, c'est rendre service, ce que je pourrais dire à nos clients, c'est-à-dire à nos téléspectateurs. Donc c'est tous les services que nous mettons progressivement en place pour permettre à mieux vivre sans sa consommation télévisuelle. Alors on l'a fait, vous le savez bien, assez vite en ce qui nous concerne avec la Ketchup, le service de replay. Le service de replay, disons la consommation non linéaire de la télévision devrait représenter à peu près entre 10 et 15% à horizon de 5 ans de la télévision, de la consommation linéaire. Alors nous avons pour ça le premier service, c'est le service de rediffusion, dit Ketchup, au travers de nos différentes chaînes. Première remarque, ce qui fait le succès de la Ketchup, c'est ce qui fait le succès de nos antennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, à quelques nuances près, entre les scores du replay et les scores du live, du direct.
À les quelques exceptions près, c'est justement les événements directs, par exemple les événements sportifs ou, dans une moindre mesure, les news. Mais sinon, ce sont d'abord les émissions qui sont les plus emblématiques de la chaîne. Je ne sais pas, L'amour est dans le pré hier a fait 6 millions de personnes devant l'écran. Demain, nous constaterons qu'il y aura probablement 300 à 400 000 personnes qui auront revu l'émission pendant les 24 heures qui se sont écoulées. La deuxième observation sur le replay, c'est que nous ne mettons pas les mêmes insertions publicitaires. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord une tarification qui est différente, un peu plus onéreuse pour le replay. Et la deuxième, parce que nous avons le bénéfice d'une insertion publicitaire pour mettre plus de marques ou des marques différentes qui sont plus adaptées, parfois, à la stratégie que nous avons dans le domaine de la diffusion non linéaire. Donc, nous n'avons pas, encore une fois, les breaks de publicité ne sont pas les mêmes. Alors, d'ailleurs, le volume publicitaire n'est, je dirais malheureusement, pas le même en replay. Donc, le premier moyen, c'est rendre service à notre public. Nous annoncerons la semaine prochaine un service complémentaire du replay qui permettra de satisfaire M. Red Bull et il aura ainsi pas besoin d'arbitrer entre télévision et publicité digitale. La deuxième remarque pour le numérique, c'est d'aller chercher des ressources complémentaires. Chercher des ressources complémentaires, c'est évidemment la publicité au premier rang d'entre elles. Pour vous donner un ordre de grandeur, au mois de mai, nous avons eu 55 millions de vidéos vues sur l'ensemble des sites que nous opérons, que ce soit des sites de replay, des sites bonus, sur nos différentes enseignes, M6, W9, Paris Première, etc. C'est un trafic qui est en croissance. Nous avons une croissance à peu près de 50% d'un semestre à l'autre. Et ça dépend beaucoup de la politique éditoriale, évidemment, de la chaîne. Donc nous allons également chercher des revenus complémentaires publicitaires, mais nous allons également chercher des revenus transactionnels. Dans ces revenus transactionnels, nous essayons d'exploiter un certain nombre de marques, comme un site de SVOD, pour les séries, que nous allons d'ailleurs fortement développer. Nous avons un site de rencontre avec lequel nous sommes associés qui s'appelle Tilt. Nous avons Abo, qui est un ancien site que vous connaissez pour les enfants. Donc ce sont des partenariats, soit que nous opérons directement comme la SVOD, soit avec lesquels nous avons des partenariats et nous partageons avec un revenu sharing sur ces opérations. Ceci est encore assez limité par rapport aux revenus publicitaires que nous avons sur nos différents sites. Alors je reviens sur ce que je vous disais, c'est que dans notre activité principale de télévision, le fait de ne pas pouvoir stocker nous amène à diversifier nos revenus en faisant du revenu sharing avec des partenaires. Et ça, pour nous, c'est extraordinairement important de deux façons. Première façon, ceci nous permet de maintenir nos prix. C'est-à-dire que nous avons toujours la tendance, dans un produit qui n'est pas stockable, à faire du yield et donc à faire des soldes sur nos emplacements. Le fait que nous ayons la capacité d'utiliser nos emplacements pour nos propres besoins fait que la pression à la baisse des prix pour nos commerçants est évidemment beaucoup plus faible. Alors qu'est-ce que nous avons comme dans ce domaine-là? Nous avons fait un partenariat avec Orange sur le mobile. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 2 millions de clients, 2 millions de souscripteurs. C'est une marque qui a extrêmement bien résisté par rapport à l'offensive de Free. Donc nous sommes dans le segment jeune de la marque Orange et ceci nous permet d'établir un revenu sharing. Nous nous occupons de la promotion et du marketing de la marque et Orange s'occupe du service. Donc ça, c'est le principal atout que nous avons. Nous faisons une carte de crédit, par exemple, avec le Crédit Agricole qui s'appelle Mosaïque et donc nous l'utilisons sur toutes nos plateformes, ce qui nous permet également de faire du revenu sharing. Donc vous voyez que pour nous, les activités digitales sont dans ces deux domaines, développer les services, développer les revenus pour notre public. Alors maintenant, est-ce que le cœur de métier,
va être attaqué par les activités digitales et nous avons une menace des activités digitales sur l'activité télévisuelle. Alors moi, je crois qu'il n'en est rien si nous savons faire une chose qui est remonter la chaîne de la valeur pour l'activité de nos groupes. Et pour moi, le bon modèle d'ailleurs de groupe de télévision en Europe, c'est ITV. ITV qui a eu une baisse publicitaire très forte il y a 3 ou 4 ans en Grande-Bretagne, au UK, et a réussi à développer un modèle à la fois par des applications digitales très fortes, mais également en remontant la chaîne de la valeur dans la production, et a créé un studio de production à ITV qui est extrêmement puissant. Et donc c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà, nous autoproduisons à peu près la moitié de notre grille, et nous devons impérativement augmenter la partie fabrication de contenu pour le développement sur les différentes plateformes de nos groupes. Donc nous serons moins préoccupés par le développement des plateformes qui deviendra naturellement parce que de savoir si on fait un accord avec YouTube ou de savoir si nous avons notre propre système de distribution, c'est un phénomène intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir quelle est la politique que nous allons suivre en matière de développement de marque pour avoir justement un système multiplateforme qui soit efficace et qui nous apporte des revenus additionnels. Nous avons la première applicatif digital de revenus complémentaires, ça a été le Loft. En 2001, vous avez eu le SMS surtaxé qui s'est développé à cette occasion-là, vous vous en souvenez peut-être, et qui a été la première application du SMS+, que nous avons développé en France avec succès, alors qui aujourd'hui, évidemment, paraît relativement vieillissant. Et toutes nos marques sont conçues aujourd'hui pour être dans des applicatifs à multiplateformes. Prenez une marque comme Top Chef. Top Chef a une foultitude d'applications que nous développons sur nos plateformes. Et donc notre principal métier, ça ne sera pas tellement de savoir est-ce qu'on va faire un accord avec YouTube pour distribuer des shirts de Top Chef. Ça va être de savoir comment nous fabriquons des marques comme Top Chef, que nous allons médiatiser sur notre réseau principal, qui est l'élément moteur de notre politique, pour ensuite les proposer soit à des plateformes que nous distribuerons en propre, soit à des plateformes tiers avec lesquelles nous aurons des accords. Et toute la problématique que nous avons, c'est de maîtriser les droits. Et c'est pour ça que nous avons nos propres sociétés de production. On a une société de flux qui s'appelle Studio 89, une société d'information qui s'appelle C-Production, pour bien contrôler les droits, notamment des applications digitales. Car aujourd'hui, quand vous achetez une série aux États-Unis, par exemple, si vous achetez NCIS, vous êtes obligé de repayer pour la télévision replay, vous êtes obligé de repayer pour les bonus, vous êtes obligé de repayer si vous faites un service de SVOD, et vous êtes obligé de repayer si vous allez commercialiser une chaîne sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'on vous vend un segment de droits et vous êtes un intermédiaire. Et évidemment, les Américains sont extraordinairement formidables pour ça, c'est-à-dire qu'ils savent séquencer toute la distribution des droits et de maximiser les profits. Or, quand on leur dit, par exemple, le replay, ça ne devrait que compenser la fragmentation, ils vous disent non, c'est une autre exploitation sur laquelle vous avez des recettes qui peuvent être identifiables, et ces recettes identifiables nécessitent et doivent générer pour nous des revenus supplémentaires. Quand vous avez l'exploitation de votre propre marque, ou que vous avez acheté votre propre produit comme Top Chef ou un dîner presque parfait, toutes les exploitations, tous les développements se font et nous profitent sur le bénéfice du groupe. Et ça, c'est vraiment, pour nous, la bagarre du digital, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Le reste, c'est complexe. On développe on fait des acquisitions, on fait des nouveaux services. Mais je dirais que notre cœur de métier, il est plutôt là. Alors la bonne nouvelle pour la télévision, c'est que vous le savez, l'audience dans tous les pays d'Europe continue d'augmenter. La durée d'écoute augmente, alors même si elle peut être couplée à une consommation parallèle. Elle a augmenté d'ailleurs très fortement de 17 minutes cette année, ce qui était y compris sur les segments les plus jeunes. Donc c'est relativement rassurant sur la puissance de la télévision. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais été aussi puissants sur les éléments importants des tranches commerciales.
Et notre deuxième challenge, c'est face à la fragmentation, de continuer parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle se... Moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, aux chaînes thématiques. Les chaînes thématiques, elles vont être bousculées elles sont bousculées déjà par l'Internet parce que, comme l'a dit très bien un des intervenants, la segmentation est encore mieux faite sur le web. Par contre, lorsque vous avez besoin de la puissance, avec une analyse et de la mesure de cette puissance remarquablement faite, donc nous devons impérativement nous battre pour augmenter la puissance de nos chaînes. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de 3 600 000 téléspectateurs par soir sur nos écrans et on est la deuxième chaîne française à égalité avec France 2, mais qui n'a pas de publicité pour offrir ça. Et ça, c'est ce que, pour résister au monde du digital, c'est ce que nous devons impérativement imposer dans notre confrontation avec le web. Je voudrais simplement revenir une seconde sur ce que disait M. Red Bull, je ne sais pas s'il est toujours là, pour que je le convainque de l'efficacité de la télévision. Alors d'abord, encore une fois, nous avons les deux. Donc nous faisons des services complets. Et la deuxième remarque, c'est que l'efficacité de la télévision, nous l'utilisons pour nos propres services et nous voyons, elle se mesure de manière extrêmement précise. Je vais vous raconter une anecdote. On avait rencontré deux jeunes qui ont créé un logiciel sur Internet qui s'appelle monalbumphoto.fr et qui plafonnait en termes de développement puisqu'ils n'avaient pas les ressources disponibles pour faire de la publicité. Nous avons racheté cette affaire il y a maintenant près de 2 ans et nous faisons de la publicité et nous mesurons de manière extraordinairement précise quelles sont les connexions que nous avons après les spots publicitaires sur les téléchargements pour faire des albums photos ou des posters. Le résultat est absolument spectaculaire, absolument spectaculaire. Donc je m'aperçois que notre service commercial ne fait pas encore assez bien son travail pour convaincre de cette situation. Voilà, donc en résumé, je dirais que pour nous, le challenge, il n'est pas tellement sur les plateformes, parce que les plateformes, on sait bien les utiliser, il est un peu sur la fragmentation, 25 chaînes gratuites de télévision en France appuyées sur le digital. Le challenge, il est sur la fabrication des contenus et donc de faire des marques fortes qui pensent aux applications digitales, et enfin, de mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs de ces services du revenu sharing que nous pouvons partager avec notre marque. Enfin, un dernier point sur le e-commerce. Il y a une remarque assez amusante. Nous avons créé, quand on a créé la chaîne il y a 25 ans, nous avons fait du téléachat. Bon. Et puis on s'est aperçu un peu naïvement sur le téléachat, on fait à peu près, chaque année, on doit faire 120 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près en téléachat sur nos slots. Et puis on s'est dit, comme il y avait de plus en plus de commandes par Internet sur le téléachat, donc on a fait un contresens, on s'est dit, il faut qu'on se mette dans le e-commerce parce que le téléachat va être balayé, donc faisons du e-commerce. Donc on a racheté un site qui s'appelle Mr. Good Deal, que nous avons toujours, qui fait à peu près la même chose, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Or, c'est deux domaines qui n'ont rien à voir. On l'a fait gérer par la même entité, mais c'est deux domaines qui n'ont rien à voir. Et c'est là où il faut faire très attention, comme quoi sous les vocables, on peut mettre des choses très différentes. Aujourd'hui, le téléachat, contrairement à ce qu'on avait imaginé il y a 5 ou 7 ans, quand le e-commerce est arrivé, ne s'est jamais aussi bien porté. Et je fais le siège du CSA pour faire un appel à candidature, car nous voulons faire une chaîne TNT de téléachat dont nous pensons qu'on pourra faire 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette chaîne et créer 600 emplois. Bon. Pourquoi? Parce que c'est un achat d'impulsion, parce qu'il y a des fortes marges, parce que c'est un spectacle et ce n'est pas... Et le e-commerce, Mr. Good Deal, qui est plutôt spécialiste dans le blanc, lui fait du chiffre, mais sous la contrainte de prix extraordinairement importante, du fait des comparateurs de prix, du fait les gens vont sur les e-commerce pour acheter des prix d'abord, dans des biens et services souvent standards. Or, le téléachat, c'est le contraire de ça. Nous vendons au compte très peu de produits qui ne sont surtout pas standards. Voilà. Donc c'est assez amusant de faire ces contresens. Et donc nous faisons la promotion du e-commerce sur nos antennes, notamment de Mr. Good Deal, ce qui est assez efficace, mais nous allons continuer dans le téléachat
que nous croyions morts, qu'on avait cru naïvement morts quand le e-commerce est arrivé, en se disant c'est pas moderne, truc dans lequel on faisait un peu des branquignoles devant les galeries Lafayette en vendant des presses purées. Et en l'occurrence, c'est un service qui se développe. Et je terminerai là-dessus pour vous dire que la France est quand même très en retard dans tous ces domaines parce que le marché du téléachat en Grande-Bretagne et en Allemagne, c'est entre 1,1 milliard et 1,5 milliard d'euros. En France, donc, entre TF1 et nous, c'est 200 millions. Donc, nous, on a dit au CSA, ben, faites vite un appel d'offres pour un appel à candidature pour qu'on puisse lancer les chaînes de téléachat sur nos antennes pour aller créer des emplois, etc. Malheureusement, on n'y est pas encore. Et pendant ce temps-là, on lance des chaînes numériques qui auront une vie extraordinairement dure et qui vont créer 5-6 emplois par-ci, 5-6 emplois par-là. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Nicolas Taverneau? Ou vous voulez prendre le cocktail? Question, non? Georges-Édouard, la tradition veut que tu interviennes toujours à toutes les AG de l'EBG. C'est déjà suffisant. Non, je voulais juste vous demander pourquoi vous ne croyez pas aux chaînes thématiques? Ben, disons que la télévision, elle se vend d'abord sur sa puissance. Je parle pour nos clients. Hein. Pour nos clients, elle se vend d'abord sur sa puissance et plus l'écran est puissant, plus il va avoir une grosse valeur unitaire en termes de coût GRP. Moins l'écran est puissant, plus il va avoir une... Alors, les chaînes thématiques se vendaient d'abord sur leur cible. Donc, elles pouvaient donner une certaine puissance sur la cible. D'abord, elles sont confrontées aujourd'hui à un univers généraliste considérable, donc leurs audiences est plutôt en diminution. Et la deuxième chose, il y a des instruments de ciblage dont on a parlé tout à l'heure qui sont beaucoup plus efficaces sur le web que d'aller acheter un écran qui va faire 2000, 2500 téléspectateurs. Justement, ces outils de ciblage, on parle des ad exchange. Aujourd'hui, à côté de ma télévision, j'ai une set-top box, donc je sais que demain, elle sera capable, on a vu des tests aux États-Unis, de délivrer un message personnalisé différent du message général. Alors, ce n'est pas possible en France parce qu'il y a des lois qui l'interdisent. C'est tout à fait possible. Ça va être très très vite possible en France. Vous allez d'ailleurs le constater très vite. Hein. Donc, quelque part, on pourra avoir effectivement un message qui correspond à la petite audience qui est en train de regarder un programme très spécialisé, mais qui va être beaucoup plus dans un contexte très précis et que je vais être capable de payer beaucoup plus cher, j'imagine. Non mais pourquoi? Je vais vous prendre. Hier, il y avait, je ne sais pas sur l'écran, mais il y avait 5 millions de Français, mettons sur l'écran, qui regardaient L'amour est dans le pré. Pourquoi ne pas leur envoyer un message sur leur box? Ça ne coûte pas plus cher qu'on l'envoie à 5 millions, qu'on l'envoie à 2500 personnes. Je veux dire, le système est le même. Et pour leur envoyer un message à travers leur box, dans un outil de ciblage, on y arrivera très bien. Et encore une fois, la télévision n'a pas d'équivalent pour ça. Elle n'a pas d'équivalent. Vous ne trouverez personne qui pourra envoyer à ce moment-là autant de messages à la même personne. Moi, j'ai toujours été persuadé que la télévision avait de grands jours devant elle pour une raison simple. C'est que la vitesse de pénétration d'un bien et d'un service dans l'économie moderne, c'est ce qui fait sa réussite ou son échec. Bon. Or, aujourd'hui, pour les biens de grande consommation, évidemment, pour les biens de grande consommation, seule la télévision peut remplir. Alors, elle peut être complétée, mais seule peut remplir ce moyen. Moi, je le vois en l'utilisant. Je pense qu'en fait, on aura toujours besoin des deux. On aura besoin de la puissance, parce qu'il y a des moments où on doit faire de l'affichage, où on doit surprendre les gens. Quand Cartier fait la panthère, j'achète de la puissance. De même que j'achète un panneau à la sortie de l'aéroport pour dire, parce que je le vaux bien. Mais on aura aussi besoin de moyens de plus en plus précis, de plus en plus de ciblage pour toucher une personne à un moment donné. Parce qu'un des problèmes de passer le même message à 5000 personnes que ça n'intéresse pas, c'est aussi ce qui fera la valeur de la pub, c'est finalement d'être capable aussi de mieux cibler. Donc quelque part, ça redonnera de la valeur à la pub parce qu'on désengorgera le surcroît de publicité que nous reprochent nos consommateurs. C'est ce qu'ils nous reprochent aujourd'hui. Ils nous disent, si vous étiez aussi capable de nous faire des messages ciblés que vous combiniez avec des messages pour nous surprendre, bah finalement, vous auriez un nouveau système économique plus intéressant, vous combineriez la performance et aussi la puissance. Et je pense que c'est pour ça que je dis il y a probablement une place pour des chaînes thématiques qui seraient vendues à la performance et non plus à la puissance. On ne va pas se battre là-dessus. Je dis simplement que les chaînes thématiques sont challengées par tous les systèmes
du web. Les chaînes généralistes puissantes ne le sont pas. Voilà, c'est tout ce que je dis. On peut faire ça sur le web, effectivement, absolument. Ben, merci beaucoup, monsieur de Taverneau. Merci, bonne fin de journée. Et allons boire un verre de champagne. Ah non, il reste encore une session. Non, allons boire un verre.